Bonjour, bonjour. Je poursuis mon récit. Après cette grande réunion des constructeurs automobiles au petit plaisir, mes cousins Titus et Tancred ainsi que leur famille restèrent encore quelques semaines au château. Ils mettaient au point avec Mike, maman et leurs ingénieurs un modèle de voiture tout à fait original qui allait se démarquer totalement des créations de leurs concurrents. En effet, les innovations techniques qu'ils prévoyaient d'apporter à ce nouvel engin devaient lui permettre d'atteindre une vitesse formidable et un niveau de sécurité jamais égalé jusqu'à présent. Afin de travailler en toute discrétion à ce projet, ils avaient fait venir toutes les équipes d'ingénieurs au château et les neurones fonctionnaient à bloc. Il y avait donc une quinzaine de personnes en permanence à la maison et l'immense table de la salle à manger était intégralement recouverte de croquis et de plans. Quant aux différents prototypes de voitures, ils arrivaient dans le parc recouverts d'une bâche en toile afin de ne rien laisser paraître. Les femmes de mes cousins Jenny et Barbara, que j'aimais énormément, finirent par repartir à New York avec leurs jumeaux respectifs, au grand désespoir de Flora et Rocky, eux aussi retournés sur les bancs de la classe. N'ayant que mes deux petits derniers à la maison dans la journée, je tâchais d'aider du mieux que je pouvais les obsédés du moteur, comme les appelait Sidonie. Iris, quant à elle, venait aussi nous donner un coup de main pendant la sieste des enfants. Elle continuait sans cesse de parler de son Willy, qui travaillait pour Imperia, la superbe firme automobile belge située non loin de Liège. Ce Willem van de Velde, qui avait à peine 30 ans, semblait déjà avoir fait 1000 choses avant d'être engagé chez ce constructeur automobile comme représentant commercial pour l'Europe. Il était passionné par son travail et partageait les idées novatrices de son patron. Il nous dit d'ailleurs que pour protéger des regards les essais de leur voiture, ils avaient imaginé ensemble et fait construire un circuit sur le toit de l'usine Imperia. Les pilotes enchantés avaient l'impression ainsi de conduire dans le ciel. Iris était toujours aussi amoureuse de lui et déplorait seulement de ne pas voir l'élu de son cœur assez souvent à son goût. Il était très occupé et n'avait toujours pas trouvé le bon moment pour la présenter à ses parents. En revanche, il lui dit qu'il aimerait beaucoup faire plus ample connaissance avec notre famille et il proposa de venir dîner un soir au château. Iris était dans tous ses états et ne tenait pas en place jusqu'à l'arrivée de son amoureux, au volant d'une splendide Imperia blanche décapotable. Il avait une sacrée allure et je comprenais fort bien que cette jeune romantique soit tombée éperdument amoureuse de lui. Willy fut absolument charmant toute la soirée, à tel point que même maman, passé les premières minutes où elle dut se retenir de rire à cause de son accent, finit par l'oublier totalement pour suivre sa conversation qui était des plus intéressantes. Il nous raconta ses voyages, sa passion pour les voitures et son coup de foudre pour notre petite Iris qui en rougissait de plaisir. Bref, nous étions tous sous le charme et prêts à donner notre bénédiction. Il nous quitta en promettant que dès qu'il aurait présenté la jeune fiancée à ses parents, il pourrait annoncer leur mariage, ce qui nous réjouit tous. J'étais totalement rassurée sur le sérieux de ses intentions, et lorsqu'Igor me dit que ce Willy avait tout de même un drôle de sens de la géographie pour confondre Andorre et le Liechtenstein, je lui répondis en riant que sous le feu de nos questions, sa langue avait certainement dû fourcher. La semaine qui suivit fut des plus intenses, car nous étions dans la dernière ligne droite avant le lancement de la fabrication du nouveau prototype. Tous les essais avaient été faits dans le plus grand secret, et ce nouveau véhicule répondait parfaitement aux attentes de toute l'équipe. Le vendredi soir, nous arrosâmes donc la fin de semaines de travail acharné et Mike annonça que nous avions bien mérité 2 jours de repos avant d'attaquer le lancement de la production le lundi matin. Maman et lui invitèrent donc tous les ingénieurs et leurs familles pour un week-end au Grand Hôtel de Cabourg. Épiphanie, Igor, Titus, Tancred, les enfants et moi-même serions aussi de la partie, ainsi que nos 8 chiens adorés. Marie-Antoinette et son Jeffrey, toujours amoureux comme au premier jour, avaient décidé de rester au château, afin de passer 2 jours tranquilles sans bambin dans les jambes. Quant à Iris, je ne lui proposais pas de se joindre à nous, car je savais que Willy avait prévu un week-end surprise pour elle. Nous devions absolument protéger la totalité des croquis, plans et calculs qui avaient permis de réaliser cette merveille de technologie et d'esthétisme qu'était notre future automobile. C'est pourquoi, le samedi matin à la première heure, nous les enfermâmes dans le coffre-fort de mon grand-père Roch. Ce dernier avait eu l'idée de faire mettre un coffre dans son bureau après qu'un voyou qu'il prenait pour un homme d'affaires lui eût volé un de ses brevets bêtement laissé dans un tiroir de son secrétaire. Afin que ce genre de mésaventure ne se reproduise pas, il avait donc fait encastrer un coffre-fort dans le mur derrière un portrait d'Épiphanie et de lui. Personne, hormis Épiphanie, maman et moi, ne connaissait la cachette du coffre et les moyens de l'ouvrir. Cependant, le matin du départ pour Cabourg, au moment où maman et moi étions dans le bureau en train de mettre les fameux documents dans le coffre, Rocky déboula en hurlant, poursuivi par Flora qui hurlait aussi parce qu'il lui avait volé son chapeau. Mes 2 enfants entrèrent en trombe dans le bureau, suivis par une Iris en nage qui essayait de les suivre depuis 10 minutes dans tout le château. Malgré ma rapidité à fermer la porte du coffre, Iris ne put s'empêcher de l'apercevoir derrière le tableau. Maman et moi étions extrêmement ennuyés car c'était la première fois que quelqu'un d'étranger à la famille avait connaissance de l'existence de ce coffre. Or, même si j'avais toute confiance en Iris, j'avais l'impression d'avoir trahi mon grand-père et un léger malaise s'empara de moi. Maman prit gentiment Iris par les épaules et lui dit que notre confiance en elle était absolue, mais qu'il ne fallait parler à personne et sous aucun prétexte de ce coffre. En effet, s'il ne contenait ni argent ni bijoux, les documents qui s'y trouvaient avaient une telle valeur que leur vol pourrait conduire à la perte de la société. Iris se confondit en excuses d'être entrée à un si mauvais moment et jura qu'elle ne parlerait à personne de ce coffre et qu'elle allait même se forcer à oublier ce qu'elle avait vu. Nous savions qu'elle était parfaitement sincère, et c'est donc l'esprit tranquillisé que nous partîmes pour Cabourg, la laissant attendre son Willem qui devait venir la chercher à l'heure du déjeuner pour leur fameux week-end romantique.
Tout était donc pour le mieux. Et dès que nous arrivâmes à Cabourg, en ce mois de février, par un temps froid et sec, la magie de la plage et du grand hôtel nous fit tout oublier. Les ingénieurs étaient venus avec femmes et enfants et semblaient enchantés. Ils profitaient enfin de 2 jours de détente complets en famille et leur plaisir mettait de bonne humeur. En se promenant sur l'esplanade devant le grand hôtel, ils s'amusaient énormément avec leur épouse à mettre un nom sur les visages des célébrités que nous croisions à Cabourg. Nous tombâmes d'ailleurs nez à nez avec Louis Renault, le célèbre constructeur automobile, qui avait très bien connu mon grand-père, ainsi qu'Épiphanie, et que maman et Mike croisaient souvent dans les meetings automobiles. Il n'avait pas pu venir à la grande réunion des constructeurs du château le mois précédent, car lui-même était sur le point de sortir un nouveau modèle et il faisait des essais sur un circuit en Belgique ce jour-là. Ma grand-mère était très proche de lui, car ils étaient liés par le drame de la mort du frère de Louis, Marcel Renault, durant la course automobile Paris-Madrid en 1903. En effet, mon grand-père participait lui aussi à cette course sur une de ses voitures, et il avait vu un peu plus loin devant lui la voiture de Marcel sortir de la route à grande allure. Dès qu'il était arrivé à sa hauteur, il s'était précipité pour secourir Marcel, mais ce dernier était déjà mort à son grand désespoir. Le prix à payer pour ces fous du volant était souvent très cher, et ce souvenir tragique commun avait lié Roch à la famille Renault depuis bien longtemps. C'est pourquoi, après une journée au grand air, durant laquelle les lancers de cerfs-volants dans les airs firent la joie des enfants, nous décidâmes d'inviter à dîner à notre table Louis Renault, sa femme Christiane et son fils Jean-Louis. La soirée était joyeuse et nous parlâmes de 1000 choses amusantes, avant que Louis nous raconte ses essais sur le circuit automobile de Francorchamps, près de Liège. En entendant ce nom, maman lui dit que c'était amusant car la jeune fille qui s'occupait des enfants au château venait de se fiancer à un garçon qui travaillait chez le constructeur Imperia, justement installé près de Liège. Louis Renault nous dit qu'il connaissait très bien le patron d'Imperia, Mathieu Van Roggen, et que le pauvre avait de gros problèmes ces derniers temps, ce qui expliquait sans doute pourquoi lui non plus n'était pas venu à notre soirée au château. Louis nous dit que des fuites de documents top secrets avaient eu lieu dans son usine et que Van Roggen avait peur d'un espionnage industriel venant de l'intérieur. Et pour couronner le tout, son meilleur représentant commercial avait disparu du jour au lendemain. Il y avait environ 1 mois et personne n'avait réussi à le retrouver. Alors là, je laissai retomber la cuillère de mousse au chocolat que je m'apprêtais à enfourner et mon sang se glaça. Maman demanda à Louis s'il connaissait le nom du disparu, mais il l'ignorait. Elle lui expliqua en 2 mots que le fiancé d'Iris prétendait occuper ce poste. Il fallait absolument que nous parlions à ce Mathieu Van Roggen. Nous trouvâmes son téléphone à Liège et quelques minutes plus tard, le concierge de l'hôtel nous passait le combiné. Louis Renault lui expliqua en un instant qui nous étions, et Van Roggen se souvint immédiatement d'avoir déjà croisé maman en diverses réunions. Comme tous les hommes, il se rappelait parfaitement d'elle. Nous l'interrogeâmes sur le disparu, et nos pires craintes furent confirmées lorsqu'il nous dit qu'il s'appelait Willem van de Velde. Je pris le téléphone pour lui raconter qu'il était à la réunion des constructeurs au château chez nous 1 mois auparavant et dans notre salon pour dîner pas plus tard que la semaine dernière. Mathieu nous dit que c'était tout à fait impossible puisqu'il avait disparu depuis plus d'1 mois. Igor prit le récepteur à son tour et demanda comment était ce Willem physiquement. Et lorsque Van Roggen lui dit qu'il était blond et très athlétique alors que celui que nous connaissions était très brun et très fin, Igor répondit simplement « C'est bien ce que je pensais, nous avons affaire à un imposteur ». Après avoir convenu de donner des nouvelles dès que nous en aurions, nous raccrochâmes sur le champ et toute la famille se réunit pour un conseil de guerre express. Nous savions donc que le Willy d'Iris se faisait passer pour le vrai Willem van de Velde, qui lui-même avait disparu en même temps que les fuites avaient eu lieu chez Imperia. Mais quel intérêt l'imposteur avait-il à se rapprocher d'Iris ? Si ce n'était pour avoir accès plus facilement au plan de notre nouveau prototype. 5 minutes plus tard, nous avions laissé les enfants et les chiens au bon soin d'Igor et d'Épiphanie, et nous foncions vers le petit plaisir, maman, Mike et moi, dans 2 voitures conduites respectivement par Titus et Tancred. Il nous fallut tout de même une grosse heure pour atteindre le petit plaisir. Une fois la grille du château franchie, Titus et Tancred prirent soin d'éteindre les phares des automobiles. Les lumières de la maison n'étaient allumées que dans l'entrée. À cette heure-ci, Sidonie, Hippolyte, Marie-Antoinette et Geoffrey dormaient bien évidemment. Quant à Attila, dont nous aurions bien eu besoin, il passait à présent tous ses week-ends à l'hôtel de Rose, sa jolie boulangère hôtelière. Si nos déductions étaient bonnes, le faux Willy, au lieu d'emmener Iris en week-end romantique, avait dû lui proposer de rester au château pour un petit dîner en tête-à-tête et attendre que tout le monde aille se coucher pour essayer de trouver les plans du prototype. Nous espérions de tout cœur qu'il ne lui avait pas fait de mal. Les 2 voitures roulèrent au pas jusqu'au château, et je retins un cri en voyant la voiture du faux Willy garée devant le perron. Nous n'avions hélas pas d'armes sur nous, et notre crainte était que le sale bonhomme en ait une, lui. Nous fîmes le tour du château pour voir si nous apercevions de la lumière filtrée d'une des pièces, et Titus me donna un coup de coude en me montrant la fenêtre du bureau. L'imposteur était donc là, bien sûr. Un plan fut mis au point en 3 secondes. Titus et Mike iraient jusqu'au bureau, tandis que maman, toujours aussi légère qu'un elfe, devait monter sans bruit au 1er étage pour réveiller Geoffrey, le plus en douceur, sans que Marie-Antoinette hurle. Ce grand gaillard serait un sacré atout en cas de bagarre. Tancred et moi resterions dehors sur le perron afin d'empêcher l'individu de fuir si l'envie lui en prenait, ce qu'il avait visiblement le projet de faire car il avait laissé la clé de sa voiture sur le siège du passager. Je m'empressai de la prendre, bien entendu. Puis nous attendîmes, jusqu'à ce que soudain, nous entendions Iris crier. Mon sang ne fit qu'un tour et mon cousin et moi nous précipitâmes à notre tour vers le bureau. Dans la pièce, nous vîmes l'horrible faux Willy, qui ne cherchait plus du tout à faire du charme et qui menaçait la pauvre petite avec un revolver.
Ils étaient juste sous le tableau derrière lequel était caché le coffre-fort. Mais visiblement Iris, même sous la menace, ne lui avait rien dit, car il nous fit face en disant que si nous ne lui expliquions pas où étaient cachés ces fichus plans, il se ferait un plaisir de faire souffrir cette délicieuse et naïve enfant. Mike et Titus étaient face à lui comme Tancred et moi qui venions d'arriver, mais pas de trace de maman et Jeffrey. J'essayais de le faire parler pour gagner du temps en lui demandant où était le vrai Willem van de Velde. Et comme chez la plupart des criminels, l'envie de parler de lui et la fierté de ce qu'il avait fait prirent le dessus un moment. Il me répondit avec un horrible rictus que ce Willem était un ami d'enfance qui, contrairement à lui, avait bien réussi en travaillant chez Imperia. Il avait une vie de rêve, à voyager partout en Europe et à faire son coq au volant de voitures superbes. Lui-même n'était pas bon à grand-chose, mais il était malin. Et lorsqu'il avait vu dans un journal quelques mois auparavant un article sur l'espionnage industriel dans le monde automobile, il s'était dit que ce bon vieux Willy allait peut-être enfin lui servir à quelque chose. Un soir, il était allé le chercher à la sortie de l'usine pour l'emmener boire un verre. Il l'avait drogué, puis enfermé dans la cave d'une vieille baraque dans les environs de Liège. Il avait torturé le pauvre garçon qui avait fini par lui dire comment accéder aux plans et croquis des futures voitures. Il était donc rentré dans l'usine un soir avec les clés de Willy et avait dérobé tout ce qu'il avait pu pour le revendre ensuite à un intermédiaire qui devait le faire passer à des constructeurs peu scrupuleux. Or, en fouillant dans les papiers de l'entreprise, il avait trouvé l'invitation pour notre grande soirée des constructeurs automobiles au Petit Plaisir. L'homme, dont nous ne savions toujours pas le nom, s'était dit qu'il pourrait profiter de cette soirée pour trouver un pigeon qui lui donnerait accès aux documents d'une autre firme, ce qui lui permettrait de les revendre à nouveau et d'empocher un sacré paquet. Il avait donc décidé de s'introduire à la soirée, empruntant l'identité et la voiture du pauvre Willy, se doutant que les gens d'Imperia n'y seraient pas, trop occupés par le vol des documents. Il était de toute façon prêt à s'éclipser en cas de problème. Mais tout s'était déroulé au-delà de ses espérances, et lorsqu'il avait compris que la jeune Iris travaillait pour nous, il s'était dit qu'elle serait la proie idéale pour avoir accès à de nouveaux documents ô combien négociables. Maintenant, nous savions au moins toute l'histoire. Cependant, il ne lâchait pas son pistolet, et comme il était dos au mur, personne ne pouvait passer derrière lui pour l'assommer. Mike lui dit que nous lui donnerions tous les plans qu'il voulait s'il lâchait Iris. De mon côté, je tentais une ruse, en lui disant qu'il n'était pas assez bête pour croire que nous les gardions dans le bureau, au premier endroit où les voleurs se rendaient, ce qui le déstabilisa un petit peu. En resserrant son étreinte autour du bras d'Iris et en lui enfonçant davantage son arme dans les côtes, il me demanda de l'emmener à la cachette. Je ne pris pas le risque de le faire monter au l'étage, car il sentirait que c'était un piège. Je lui dis donc que le coffre était caché derrière une tapisserie dans la salle de bal. Il nous fit tous passer devant lui, et au moment où nous arrivions devant l'escalier, nous vîmes maman et Jeffrey qui en descendaient à pas de loup. À la seconde où il détournait son attention en levant les yeux vers eux, nous entendîmes un cri de rage et nous vîmes Iris, qui avait réussi à se dégager durant cette seconde, attraper un bronze sur la console et frapper de toutes ses forces celui qui avait détruit toutes les illusions de son jeune cœur et l'avait trahi au plus haut point. Il s'effondra. Nous crûmes qu'elle l'avait tué. Cependant, la mauvaise graine étant résistante, comme chacun sait, l'homme reprit connaissance quelques minutes plus tard, au moment où la police que Marie-Antoinette avait appelée arrivait. Il était toutefois sacrément sonné et ensanglanté. Les policiers français le remirent quelques jours plus tard entre les mains de leurs homologues belges. Et nous apprîmes par Louis Renaud qu'il avait tout avoué et indiqué la cave où il avait enfermé le pauvre Willem. On avait retrouvé ce dernier totalement affamé et déshydraté, mais miraculeusement, il s'en était sorti. Mathieu Van Roggen, le patron d'Imperia, nous remercia infiniment car cette arrestation permit de démanteler tout un réseau d'espionnage industriel européen. Toutefois, notre petite Iris mit des années à se remettre de cette histoire, et ce ne fut que grâce à l'amour infini dont nous l'entourâmes tous, et bien plus tard grâce à la rencontre avec un homme exceptionnel, que le plus joli sourire de jeune fille refleurit enfin sur son beau visage. Oui, Archie. Non, pas aujourd'hui, je suis pressée. Oui, c'est ça. Plaignez-vous au syndicat des maris incompris. Je vous laisse et je vous dis à très vite pour la suite de mes aventures.